Ce matin brumeux d'octobre, sur une route de campagne oubliée des Alpes françaises, un homme allait faire une découverte qui bouleverserait son existence à jamais. Quand Maxime Dubois découvre une femme battue et abandonnée dans un fossé, il pense simplement sauver une inconnue en détresse. Mais la vérité sur l'identité de cette femme paralysée va le laisser sans voix. Cette histoire nous rappelle que parfois, les anges gardiens portent des vêtements de travail usés et que la vraie richesse réside dans la compassion qu'on offre aux plus vulnérables. Si vous croyez que les actes de bonté peuvent transformer des vies entières, cette histoire va vous bouleverser. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maxime Dubois, 34 ans, marchait depuis 40 minutes le long de la départementale 47, un ruban d'asphalte oublié qui ne voyait passer que 3 voitures par jour. Il se dirigeait vers la propriété des Merciers, où il avait promis de réparer une toiture de grange. Le salaire n'était pas mirobolant, mais c'était quelque chose, et quelque chose valait mieux que rien quand on a une fille de 6 ans qui dépend de vous. Depuis la mort de sa femme Sarah, d'un cancer 2 ans plus tôt, Maxime survivait tant bien que mal. Son ancien associé Marcus avait profité de son deuil pour lui voler son entreprise de construction. Les avocats avaient dit qu'il devrait déclarer faillite. Les créanciers avaient saisi la maison, les voitures, tout. Il ne lui restait que la vieille ferme héritée des parents de Sarah, une bâtisse qui tombait en ruine mais qui était leur dernier refuge. Ce matin-là, le brouillard était si épais qu'on n'y voyait pas à 10 mètres. C'est en longeant le fossé qu'il l'aperçut. Au début, on aurait dit un tas de vêtements sombres abandonnés dans le drainage. Mais quelque chose dans cette forme fit se contracter son estomac. Non, pas des vêtements. Une personne. « Hé, vous m'entendez » Maxime se mit à courir, le cœur battant. En s'approchant, les détails prirent une netteté horrifiante. C'était une femme gisant immobile dans le fossé peu profond, son corps tordu dans un angle anormal. Son tailleur de créateur était déchiré et souillé, couvert de boue et de sang séché. Son visage était tuméfié au-delà de toute reconnaissance, enflé, violacé, le genre de dégâts qui viennent des poings, pas d'une chute. Maxime s'agenouilla à côté d'elle, sa formation de secourisme sur les chantiers prenant le dessus. Il pressa 2 doigts contre son cou, cherchant un pouls. Là, faible mais présent. « Madame, vous m'entendez » Aucune réponse, sa peau était glacée sous ses doigts. Ce n'était pas un accident, personne ne tombe dans un fossé et finit avec de telles blessures. Quelqu'un avait sauvagement battu cette femme et l'avait laissée ici pour mourir. Mais il y avait autre chose qui glaçait encore plus son sang. Ses jambes, leur position, l'atrophie musculaire visible même à travers son pantalon déchiré. Et là, à demi enfoui dans la terre à côté d'elle, des traces de roues dans la boue, comme si un fauteuil roulant avait été là. Quelqu'un avait battu une femme qui ne pouvait pas marcher et avait abandonné son corps au milieu de nulle part. Maxime regarda de haut en bas la route vide. Pas une seule voiture, pas une maison en vue, aucun réseau téléphonique par ici. Le téléphone le plus proche était chez Madame Roussel, à 1 kilomètre de sa ferme. Il vérifia de nouveau la respiration de la femme. Superficielle, laborieuse. Elle n'avait pas des heures devant elle. La décision fut rapide. Il la souleva délicatement, la berçant comme il portait autrefois sa fille Emma. La femme ne pesait presque rien. En la soulevant, sa tête retomba contre sa poitrine et il entendit un faible gémissement inconscient de douleur. « Je vous tiens. Ça va aller. Je vous le promets. » Le chemin du retour lui parut durer des kilomètres. Ses bras le brûlaient, son dos criait, mais il ne s'arrêta pas. Toutes les quelques minutes, il marquait une pause juste pour vérifier qu'elle respirait encore, puis repartait. Le brouillard commençait à se lever quand il aperçut enfin le contour de sa ferme à travers les arbres. La vieille structure paraissait délabrée dans la lumière matinale, peinture écaillée, porche affaissé, ce trou dans le toit qu'il n'arrivait jamais à réparer. Maxime poussa la porte d'entrée avec son épaule et se dirigea directement vers sa chambre. Il allongea la femme doucement sur son lit et attrapa la trousse de premier secours du placard du couloir. L'atrophie musculaire de ses jambes était sévère. Des années de paralysie, pas des mois.
Les ecchymoses sur ses bras montraient où quelqu'un l'avait agrippée violemment. Des blessures défensives sur ses mains où elle avait essayé de se défendre. Ce n'était pas de la violence gratuite. C'était personnel. Maxime courut chez Madame Roussel, tambourinant à sa porte jusqu'à ce que la vieille dame réponde. « Maxime, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de votre téléphone maintenant. Il y a une femme. Quelqu'un l'a battue. Gravement. » Madame Roussel lui tendit son vieux téléphone fixe sans poser de questions. « Quelle est votre localisation, monsieur? » 1247, route départementale 47. J'ai trouvé une femme sur le bord de la route. Elle a été battue, elle est inconsciente et je pense qu'elle est paralysée. Maxime débita tout ce qu'il pouvait. Rythme cardiaque, respiration, blessures visibles. Puis vinrent les mots qui lui firent l'effet d'un coup de massue. « Monsieur, il y a eu un accident majeur sur l'autoroute A40. Notre ambulance disponible la plus proche est à environ 3 heures. » 3 heures. Il comprit. Il courut vérifier la femme. Elle était exactement comme il l'avait laissée, pâle, froide, respirant à peine. Maxime tira une chaise près du lit, vérifiant son pouls toutes les 10 minutes, lui parlant même si elle ne pouvait l'entendre parce que le silence ressemblait trop à la mort. « Qui que vous soyez, vous êtes une battante. Alors continuez à respirer, d'accord ?» 1 heure passa, puis 90 minutes, et soudain ses yeux papillonnèrent. Maxime se pencha instantanément. « Hé, vous êtes en sécurité, n'essayez pas de bouger. » Ses yeux étaient hagards de terreur, perdus, cherchant des menaces qui n'étaient plus là. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me retrouver. Personne ne va vous faire du mal ici, je vous le promets. » Mon fauteuil. Ces mots venaient par fragments brisés. Ils ont pris mon fauteuil, ont dit que je n'en aurais plus besoin, l'ont brûlé devant moi. Maxime sentit la rage s'enrouler dans ses entrailles. « Valérie, » murmura la femme. « Ma sœur, elle regardait juste. »« Chut, économisez vos forces, les secours arrivent. » Ils m'ont laissé mourir. Une seule larme roula sur sa joue tuméfiée. Elle a dit que notre père était un idiot de me léguer l'entreprise quand je ne peux même pas marcher. Puis ses yeux se révulsèrent et elle perdit à nouveau connaissance. L'ambulance arriva enfin 2h47 après son appel. Les secouristes se précipitèrent avec une efficacité professionnelle. « Monsieur, a-t-elle dit quelque chose ?» Elle a été consciente peut-être 1 minute. Elle a parlé de sa sœur, de son fauteuil roulant qu'on avait brûlé. L'expression du secouriste s'assombrit. Cette femme a été droguée, sédatif lourd, et ses blessures, quelqu'un voulait qu'elle meure. Dans quel hôpital l'emmenez-vous? Sainte-Catherine à Annecy. Maxime hocha la tête. Je vous suis là-bas. Maxime courut chez Madame Roussel où sa fille Emma prenait son petit déjeuner. La petite fille leva les yeux de ses céréales. « Papa, tu es rentré tôt. »« Quelque chose s'est passé ce matin. J'ai trouvé une dame qui est blessée et je dois m'assurer qu'elle arrive bien à l'hôpital. Tu peux être une grande fille et venir avec moi. » Les yeux bruns d'Emma s'agrandirent. « Ah, elle est très blessée. »« Très blessée, oui. Alors on doit l'aider. » Emma sauta et attrapa son lapin en peluche. « Monsieur Lapin me fait toujours me sentir mieux quand j'ai peur. Peut-être que la dame blessée en a besoin aussi. » Le trajet jusqu'à Sainte-Catherine prit 1 heure. Un policier approcha Maxime presque dès qu'il franchit les portes automatiques. « Monsieur, je suis l'inspecteur Martinez. Je crois que c'est vous qui avez trouvé la victime. » Pendant l'heure qui suivit, Maxime donna sa déposition tandis qu'Emma s'accrochait à lui. « Monsieur Dubois, avez-vous une idée de qui est cette femme? » Non, elle était inconsciente la plupart du temps. L'inspecteur Martinez griffonna quelque chose dans son carnet. Entre nous, ça ressemble à une tentative de meurtre. Mais elle a survécu. Grâce à vous. Il croisa le regard de Maxime. Vous avez sauvé sa vie, monsieur Dubois. Papa, on peut attendre ici jusqu'à ce que la dame qui dort se réveille. Oui, ma chérie, on peut attendre. Ils attendirent pendant des heures. Emma dessina avec des crayons qu'une infirmière bienveillante lui avait fournis. Maxime resta assis sur la chaise en plastique inconfortable, son esprit vagabondant vers des endroits où il essayait de ne pas aller depuis 2 ans. Il pensa à Sarah, au jour où elle s'était effondrée, quand les médecins avaient dit stade 4 et semaine, pas moi.
Il pensa à Marcus, son associé, qui avait tout volé pendant que Maxime était enfoui dans le chagrin. Les avocats avaient dit qu'il devrait déclarer faillite. Les créanciers avaient pris la maison, les voitures, tout. La ferme avait été la maison d'enfance de Sarah, héritée de ses parents. Elle tombait en ruine, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Depuis 2 ans, Maxime survivait tout juste. Mais ce matin, quand il avait trouvé cette femme dans le fossé, quelque chose avait bougé. Pour la première fois en 2 ans, il s'était senti utile, nécessaire. Monsieur Dubois? Maxime leva les yeux. Un médecin en blouse bleue se tenait devant lui. Je suis le docteur Petit. Elle est stable maintenant. Critique, mais stable. Elle a 3 côtes fêlées, des contusions sévères et des preuves de paralysie ancienne. Quelqu'un l'a aussi lourdement droguée, c'était une attaque planifiée. Maxime se sentit nauséeux. Elle peut avoir des visiteurs. Pas encore, elle est inconsciente et le restera probablement encore au moins une journée. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Maxime s'assit sur les marches du perron et regarda les étoiles. Il pensa à la femme allongée dans ce lit d'hôpital, à la terreur dans ses yeux, à celui qui lui avait fait du mal, et pourquoi. Demain, il retournerait. Il tiendrait sa promesse à Emma. Maxime se réveilla avec Emma, qui rebondissait sur son lit à 6 heures du matin. « Papa, on doit aller voir la dame blessée. » Ils arrivèrent à Sainte-Catherine à 8h30. L'infirmière sourit en les voyant. « Vous revoilà? Elle est toujours inconsciente, ma chérie, mais je parie qu'elle adorerait voir tes dessins quand elle se réveillera. On peut les mettre sur son mur? Ce serait merveilleux. » Dans la chambre privée, Maxime vit la femme sous un éclairage correct pour la première fois. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé, début de la trentaine peut-être. Même avec les ecchymoses, on pouvait deviner des traits délicats, des pommettes hautes, de longs cheveux blonds, le genre de visage qui appartenait au conseil d'administration, pas battu et laissé pour mort. Emma plaça M. Lapin sur la table de chevet. « Voilà, maintenant tu ne seras plus seul. » Les heures passèrent. À 11 heures, l'inspecteur Martinez apparut dans l'embrasure. « Monsieur Dubois, nous avons une identification et cette situation est beaucoup plus importante qu'on ne le pensait initialement. » L'estomac de Maxime se noua. « Qui est-elle » L'inspecteur Martinez sortit une photographie. « Elle s'appelle Isabelle Moreau, PDG de Moreau Technologies. Elle est portée disparue depuis 2 jours. » Maxime fixa la photographie, puis Isabelle dans le lit. Moreau Technologies, il connaissait ce nom. Une des plus grandes entreprises technologiques citées du pays, valant des milliards. Sa famille, ce sont eux qui ont fait ça, nous enquêtons. L'expression de l'inspecteur Martinez se durcit. Mais cette femme détenait 70% de propriété d'une entreprise multimilliardaire. Certaines personnes pensaient apparemment que son fauteuil roulant la rendait inapte à diriger. Nous aurons besoin que vous témoigniez quand cette affaire passera au tribunal. Maxime hocha lentement la tête. Tout ce dont elle a besoin. Papa, Emma tira sa manche. C'est quoi une PDG? Ça veut dire qu'elle dirige une très grande entreprise, ma chérie, une personne très importante. Mais elle est blessée très mal. Être important n'empêche pas les gens d'être blessés, n'est-ce pas? Non, papa, ça n'empêche pas. Peut-être qu'elle a besoin d'amis plus que d'être importante. Les amis ne laissent pas les gens dans les fossés. Maxime tendit la main et lissa les cheveux de sa fille. Tu as absolument raison, ma chérie. Le lendemain, Isabelle était toujours inconsciente. Maxime et Emma revinrent. Le 3e jour, Emma apporta un livre. « Je peux lui lire, papa ?» Maman disait toujours que les gens malades peuvent entendre les histoires même quand ils dorment. Oui, ma chérie, je pense qu'elle aimerait ça. Alors Emma lut, trébuchant sur les mots, inventant des voix drôles. Maxime regardait et sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. L'espoir, peut-être, ou juste ce réconfort étrange de se sentir de nouveau utile. Le 4e jour, tout changea. Ils arrivèrent pour trouver la chambre d'Isabelle, bourdonnant d'activité. La foule se sépara et il la vit éveillée, assise dans le lit, pâle mais indéniablement consciente. Ses yeux sombres se posèrent sur Maxime. « Vous, dit-elle, sa voix rauque, vous êtes celui qui m'a trouvé. » Oui, c'était moi.
Les infirmières m'ont dit, elles ont dit que vous m'avez porté sur 3 kilomètres et que vous m'avez sauvé la vie. N'importe qui aurait fait pareil. Non, la voix d'Isabelle était ferme. Ils ne l'auraient pas fait. La plupart des gens auraient continué leur chemin, surtout une fois qu'ils auraient réalisé. Elle désigna ses jambes. Une fois qu'ils auraient réalisé que je ne peux pas marcher. Vous n'êtes pas cassé, dit Maxime avant de pouvoir s'arrêter. Leurs yeux se croisèrent et se maintinrent. Papa, je peux dire bonjour maintenant? L'expression d'Isabelle s'adoucit. C'est votre fille? Voici Emma. Emma, voici Isabelle Moreau. Vous avez un très joli nom, ça sonne comme un nom de princesse. Le rire d'Isabelle était faible, mais authentique. Pas tout à fait, ma chérie. J'ai laissé mon lapin pour vous, pour que vous soyez pas seul. Est-ce qu'il a aidé? Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. Elle tendit la main vers le lapin en peluche. Il a beaucoup aidé. Merci, Emma. Un homme en costume se racla la gorge. Mademoiselle Moreau, nous devrions vous laisser vous reposer. Non, donnez-moi quelques minutes seule avec Monsieur Dubois et sa fille, s'il vous plaît. La chambre se vida, Isabelle étudia Maxime et Emma. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma femme d'un cancer, perdu mon entreprise à cause d'un associé véreux, perdu tout sauf ma fille et une vieille ferme. Il croisa le regard d'Isabelle. Je sais ce que c'est quand le monde vous frappe, quand vous êtes à terre. Alors quand je vous ai vu dans ce fossé, je n'allais pas être une de ces personnes qui détournent le regard. L'expression d'Isabelle changea. Ils ont essayé de me tuer, dit-elle doucement. Ma demi-sœur Valérie et 3 membres du conseil. Ils m'ont drogué, emmené sur cette route et ont détruit mon fauteuil roulant, l'ont brûlé pendant que je regardais. Valérie a dit que notre père était un imbécile de me laisser l'entreprise quand je ne peux même pas marcher. Maxime sentit la rage se lever dans ses entrailles. C'est diabolique. Oui, mais j'avais rassemblé des preuves de leur détournement de fonds depuis des mois. Ils ont décidé d'éliminer le problème. Sauf que le problème est toujours là, dit fermement Maxime. Grâce à vous, murmura Isabelle, vous avez sauvé ma vie, Maxime Dubois. Vous ne me devez rien. Si, je vous dois tout. Et plus que ça, je n'ai personne. Pas de famille en qui je peux avoir confiance. Pendant des jours, les seules personnes qui sont venues étaient un étranger et sa fille de 6 ans. Maxime pensa à son propre isolement depuis la mort de Sarah. Oui, je sais exactement ce que ça fait. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et cette fois la connexion était indéniable. « Regarde, papa, cette machine montre ses battements de cœur », dit Emma en pointant avec excitation. Isabelle rit et le son transforma son visage. Maxime se surprit à sourire aussi, quelque chose de chaud se déployant dans sa poitrine. Peut-être que ce matin sur la route brumeuse avait été le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Les 2 semaines suivantes, Maxime et Emma devinrent des habitués de Sainte-Catherine. Ils visitaient chaque jour. Maxime apportait de la soupe et de la conversation. Emma apportait d'interminables dessins et des histoires. Isabelle commençait à guérir. Les ecchymoses s'estompèrent. Elle pouvait s'asseoir sans grimacer. Mais sans son fauteuil roulant, elle était piégée. Celui que j'avais sur mesure avait pris 6 mois à construire, expliqua-t-elle un après-midi. Il était conçu spécifiquement pour mes besoins. Il coûtait plus que la voiture de la plupart des gens et ils l'ont juste détruit. On versait de l'essence dessus et l'ont allumé. La voix d'Isabelle était factuelle, mais Maxime voyait la douleur. « Vous n'êtes pas impuissante », dit fermement Maxime. « Vous dirigez votre entreprise depuis un lit d'hôpital et montez un dossier contre des gens qui ont essayé de vous assassiner. Ce n'est pas de l'impuissance. » Isabelle sourit, mais ça n'atteignait pas ses yeux. « L'hôpital me libère la semaine prochaine, mais je ne peux pas retourner dans mon penthouse. C'est une scène de crime et je ne peux pas aller dans un établissement parce que Valérie a essayé de me faire interner. Si je m'enregistre involontairement, ça donne de la crédibilité à son histoire. Alors, où allez-vous aller? Je ne sais pas. » Maxime ouvrit la bouche, la ferma, puis la rouvrit. L'offre était folle, mais il se souvint de ce matin-là. Il se souvint des mots de Sarah. « Restez avec nous », s'entendit-il dire. Isabelle cligna des yeux. « Quoi?
La ferme, ce n'est pas luxueux, mais il y a de la place. Vous seriez en sécurité. Madame Roussel a un vieux fauteuil roulant de quand son mari était vivant, et j'étais entrepreneur. Je peux construire des rampes, modifier les choses. Maxime, pourquoi feriez-vous ça? Parce que je ne vois pas la PDG Isabelle Moreau, je vois juste quelqu'un qui a besoin d'aide. Emma tira sa manche. Je peux lui donner Monsieur Lapin maintenant, papa? Isabelle regarda la petite fille. Vous êtes un homme bien, Maxime Dubois. Je suis juste un homme qui essaye de ne pas se noyer. Peut-être qu'on peut faire du surplace ensemble pendant un moment. Elle rit à travers ses larmes. D'accord, mais j'aiderai aussi avec les dépenses de la maison. Je ne suis pas un poids mort. Maxime sourit. Marché conclu. Les 3 jours suivants furent un tourbillon. Maxime emprunta le vieux fauteuil roulant et passa chaque heure à travailler sur la ferme. Construire une rampe, modifier la salle de bain, créer un bureau en bois de récupération. Madame Roussel apporta des casseroles et des couvertures. « Faites-lui sentir qu'elle fait partie de la famille », dit-elle. Le jour où Isabelle sortit de l'hôpital, Maxime conduisit jusqu'à l'hôpital. Emma rebondissait sur son siège, babillant sur tout ce qu'elle allait montrer à Isabelle. Isabelle attendait, vêtue d'un jean simple et d'un pull. Elle avait l'air nerveuse. « Prête ?» demanda Maxime. Isabelle fixa le vieux fauteuil roulant, puis s'y installa avec une efficacité exercée. « C'est parfait, dit-elle. » Le trajet fut silencieux. Quand ils s'arrêtèrent devant la ferme, peinture écaillée, porche affaissé, Isabelle l'étudia. « C'est magnifique. Vous êtes une terrible menteuse. Je suis sérieuse. Ça ressemble à un foyer. » Maxime la souleva du pick-up, essayant de ne pas remarquer comment ses mains s'attardèrent à sa taille. À l'intérieur, Isabelle roula lentement dans chaque pièce. Elle s'arrêta au bureau qu'il avait construit. « Vous avez fait ça? » « Rien d'extraordinaire. »« Maxime. » Elle se tourna pour le regarder. « C'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » Il ne sut pas quoi dire. « Comment est-ce possible? Vous méritez la gentillesse, dit-il simplement. » Leurs yeux se verrouillèrent et la cuisine de la ferme sembla très chaude. Puis Emma trébucha. « Mademoiselle Isabelle, vous êtes là? Venez voir ma chambre. » Le moment se brisa, mais la chaleur resta. La première semaine fut un ajustement. Isabelle travaillait à distance, reconstruisant son entreprise depuis la ferme. Maxime retourna à ses petits boulots et Emma se nomma assistante officielle d'Isabelle. 1 papillon, 2 papillons, 3 papillons, comptait-elle pendant qu'Isabelle faisait ses étirements de kinésithérapie. Les soirs, après qu'Emma soit couchée, Maxime et Isabelle s'asseyaient près de la cheminée. Ils parlaient de tout. Elle lui parlait de l'isolement d'être PDG, de comment son fauteuil roulant était devenu à la fois défi et professeur. Les gens vous traitent différemment. Ils parlent plus lentement, prennent des décisions pour vous sans demander. Ils agissent comme si votre handicap vous définissait. Ça doit être épuisant. Ça l'est, mais ça m'a appris qu'il valait la peine d'être gardé dans ma vie. Maxime sentit le poids de son regard. Emma m'a dit « Vous êtes le seul adulte qui ne lui parle pas comme si elle était stupide. Elle est brillante. Pourquoi le ferais-je? » Exactement. Maxime se pencha en arrière. « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Cancer. 6 semaines du diagnostic à... » Il ne put finir. Puis mon associé a tout volé, perdu la maison, l'entreprise, fini ici parce que c'était tout ce qu'on avait. « Je suis désolé, » dit doucement Isabelle. « Le chagrin est une chose, mais l'isolement après... Les gens ont arrêté d'appeler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. »« Je comprends ça, » dit Isabelle. « Quand j'ai eu mon accident de ski, la moitié de mes amis ont disparu. Je n'étais plus pratique. Ils restèrent assis en silence. 2 personnes qui avaient été laissées pour compte, trouvant de la compréhension l'une dans l'autre. 6 mois plus tard, ils étaient mariés dans le jardin de leur maison, petite cérémonie avec les vrais amis et beaucoup de voisins. Isabelle portait une robe simple couleur ivoire. Maxime portait son costume bleu marine. Emma était demoiselle d'honneur avec Monsieur Lapin comme témoin d'honneur. Pendant les vœux, Isabelle dit quelque chose qui fit pleurer la moitié des invités. Il y a 6 mois, elle était tombée dans ce fossé et avait failli mourir.
Mais ce qui s'était vraiment cassé, c'était la personne qu'elle était devenue. Isolée, méfiante, convaincue que la valeur se mesurait en euros. Maxime ne l'avait pas seulement portée à l'hôpital, il l'avait portée vers elle-même, vers la vie qu'elle ne savait pas vouloir, vers l'amour qu'elle ne croyait pas mériter. Et parfois, dit-elle en regardant Emma qui applaudissait, les familles se forment de la manière la plus inattendue, avec un homme qui ne vous laisse pas mourir dans un fossé et une petite fille qui partage son lapin magique. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Parfois, les plus grands trésors ne sont pas trouvés quand on les cherche, mais quand on s'arrête simplement pour aider quelqu'un d'autre. Elle nous enseigne que choisir la compassion plutôt que la commodité peut transformer non seulement la vie de celui qu'on aide, mais aussi la nôtre. Maxime avait tout perdu, mais en sauvant Isabelle, il s'était sauvé lui-même. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe encore des âmes généreuses prêtes à nous porter quand nous ne pouvons plus marcher. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer une vie par un simple geste de bonté, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau.